La promesse de l'aube, chapitre 2. Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de quatrième au lycée de Nice, et ma mère avait, à l'hôtel Negresco, une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner, chaque mois, ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi. Ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allai à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement et, malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable, de ma mère. Puis j'éclatai en sanglots et m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare, où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête, mais presque aussitôt, une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour aux pieds de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, enfin, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfui dans mes bras, je me laissai aller à ma peine, mais les larmes, qui me furent souvent si clémentes, ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. Un intolérable sentiment de privation, de dévirilisation, presque d'infirmité, s'empara de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, ma frustration d'enfant et ma confuse aspiration, loin de s'estomper, grandissaient avec moi et se transformaient, peu à peu, en un besoin que ni femme ni art ne devaient plus jamais suffire à apaiser. J'étais en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus. Je ne sais comment elle avait découvert l'endroit, personne n'y venait jamais. Je la vis se baisser pour passer sous les fils de fer, puis descendre vers moi, ses cheveux gris pleins de lumière et de ciel. Elle vint s'asseoir à côté de moi, son éternelle gauloise à la main. « Ne pleure pas, laisse-moi. Ne pleure pas, je te demande pardon. Tu es un homme maintenant, je t'ai fait de la peine. Laisse-moi, je te dis. » Un train passa sur la voie. Il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas. Je ne recommencerai plus. Je me calmai un peu. Nous étions assis sur le remblai tous les deux, les bras sur les genoux, regardant de l'autre côté. Il y avait une chèvre attachée à un arbre, un mimosa. Le mimosa était en fleurs, le ciel était très bleu, et le soleil faisait de son mieux. Je pensai soudain que le monde donnait bien le change. C'est ma première pensée d'adulte dont je me souvienne. Ma mère me tendit le paquet de gauloises. « Tu veux une cigarette ?» ?»« Non. » Elle essayait de me traiter en homme. Peut-être était-elle pressée. Elle avait déjà 51 ans. Un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. « Tu as écrit aujourd'hui ?»
Depuis plus d'un an, effectivement, j'écrivais. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais, lettre par lettre, en caractères d'imprimerie. Oui, j'ai commencé un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Elle fit bien de la tête. Et au lycée? J'ai eu un 0 en maths. Ma mère réfléchit. Ils ne te comprennent pas, dit-elle. J'étais assez de son avis. L'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me donnaient des 0 me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part. Ils le regretteront, dit ma mère. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire. Je frémis. Maman, je te le défends. Tu vas encore me ridiculiser. Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice. Je sais dire des vers. Tu seras D'Annunzio, tu seras Victor Hugo, prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. Elle ne m'écoutait pas. Son regard se perdit dans l'espace, et un sourire heureux vint à ses lèvres, naïf et confiant à la fois, comme si ses yeux, perçant les brumes de l'avenir, avaient soudain vu son fils, à l'âge d'homme, monter lentement les marches du Panthéon, en grande tenue, couvert de gloire, de succès et d'honneur. Tu auras toutes les femmes à tes pieds, conclut-elle catégoriquement, en balayant le ciel de sa cigarette. Le 12h50 de Vintimille passa dans un nuage de fumée. Aux fenêtres, les voyageurs devaient se demander ce que cette dame aux cheveux gris et cet enfant triste qui essuyait encore ses larmes pouvaient bien regarder dans le ciel avec tant d'attention. Ma mère parut soudain préoccupée. « Il faut trouver un pseudonyme, dit-elle avec fermeté. Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Si tu étais un virtuose violoniste, ce serait très bien, mais pour un titan de la littérature française, ça ne va pas. » Le titan de la littérature française approuva cette fois entièrement. Depuis 6 mois, je passais des heures entières, chaque jour, à essayer des pseudonymes. Je les calligraphiais à l'encre rouge dans un cahier spécial. Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée. Mais une demi-heure plus tard, je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevaux. Mon vrai prénom, Romain, me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y avait déjà Romain Roland, et je n'étais disposé à partager ma gloire avec personne. Tout cela était bien difficile. L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire et qu'il fallait encore écrire des livres. Si tu étais un virtuose violoniste, le nom de Katchev, ce serait très bien, répéta ma mère en soupirant. Cette affaire de virtuose violoniste avait été pour elle une grande déception, et je me sentais bien coupable. Et il y avait là un malentendu avec le destin que ma mère ne comprenait pas du tout. Attendant tout de moi et cherchant quelque merveilleux raccourci qui nous eût menés tous les deux à la gloire et à l'adulation des foules, elle n'hésitait jamais devant un cliché, ce qui était moins dû à une banalité de vocabulaire qu'à une sorte de soumission à la société de son temps, à ses valeurs, à ses étalons or. Il y a entre les clichés, les formules toutes faites et l'ordre social en vigueur, un lien d'acceptation et de conformisme qui dépasse le langage. Elle avait d'abord nourri l'espoir que j'allais être un enfant prodige, un mélange de Yasha Heifetz et de Yehudi Menuhin, qui étaient alors à l'apogée de leur jeune gloire. Ma mère avait toujours rêvé d'être une grande artiste. J'avais à peine 7 ans lorsqu'un violon d'occasion fut acquis dans un magasin de Wilno, en Pologne orientale, où nous étions de passage alors, et je fus solennellement conduit chez un homme fatigué, aux vêtements noirs et aux longs cheveux, que ma mère appelait maestro, dans un murmure respectueux. Je m'y rendis ensuite seul, courageusement, 2 fois par semaine, avec le violon dans une boîte ocre, tapissée à l'intérieur de velours violet. Je n'ai gardé du maestro que le souvenir d'un homme profondément étonné, chaque fois que je saisissais mon archet, et le cri « Aïe, aïe, aïe » qu'il poussait alors, en portant les 2 mains à ses oreilles, est encore présent à mon esprit. Je crois que c'était un être qui souffrait infiniment de l'absence d'harmonie universelle dans ce bas monde, une absence d'harmonie dans laquelle je dus jouer, au cours des 3 semaines que durèrent mes leçons, un rôle éminent. Au bout de la 3e semaine,
il m'ôta vivement l'archet et le violon des mains, me dit qu'il parlerait à ma mère, et me renvoya. Ce qu'il dit à ma mère, je ne le sus jamais, mais celle-ci passa plusieurs jours à soupirer et à me regarder avec reproche, me serrant parfois contre elle dans un élan de pitié. Un grand rêve s'était envolé.